Un médecin a donné un coup de poing à une infirmière et l'a mise à la porte après avoir giflé un patient. Tout le monde a supposé que c'était de sa faute. Mais au matin, une vidéo a émergé qui a tout changé. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Le doux bourdonnement des lampes fluorescentes résonnait dans les couloirs stériles du Sterling Medical Pavilion, un nom prononcé avec respect dans les cercles d'élite de la ville. Les sols brillaient d'une perfection antiseptique et l'air portait la plus faible trace de lavande, une touche intentionnelle pour masquer l'âcreté des produits chimiques. La zone de réception arborait des comptoirs en marbre poli, des œuvres d'art abstraites, des bleus et des gris feutrés, et un distributeur de café qui rivalisait avec ceux des hôtels de charme. En surface, tout était impeccable, calculé pour respirer le calme et la compétence. En dessous, cependant, se trouvait quelque chose de plus froid, de moins visible, mais d'une réalité indubitable pour ceux qui n'étaient pas invités à s'asseoir à la table proverbiale. Kiara James arpentait le couloir dans sa blouse bleu marine impeccable, un porte-bloc à la main, sa posture droite, sa démarche déterminée. Elle s'était habituée au regard en coin, aux micro-pauses dans la conversation lorsqu'elle entrait dans une pièce, à la subtile crispation de la mâchoire d'un collègue lorsqu'elle proposait une suggestion. Elle ne les imaginait pas. Elle avait appris depuis longtemps à faire confiance à son instinct. Au cours des 6 années écoulées depuis qu'elle avait commencé à travailler à Sterling, aucune autre femme noire n'avait rejoint le personnel médical. Il y avait des concierges noirs, des gardiens de sécurité noirs, mais aucun en blouse blanche ou en uniforme comme le sien. Sa simple présence était une perturbation dans un lieu qui se targuait de discrétion et de pédigré. Pourtant, Kiara persévérait. Elle n'avait pas lutté pendant ses études d'infirmière, ses gardes de nuit et ses stages non rémunérés juste pour se fondre dans le décor. Sa mère n'avait pas cumulé 2 emplois pendant une décennie pour que sa fille soit invisible. Kiara portait cette résolution avec elle comme une seconde peau, même les jours où son poids menaçait de la faire sombrer. Elle s'arrêta devant la chambre 312, jeta un coup d'œil à ses notes et frappa 2 fois avant d'ouvrir la porte. Une plaque nominative argentée indiquait Monsieur Arthur Dillane, 68 ans. Nouvelle admission, convalescence post-opératoire suite à une reconstruction complexe du genou. Lorsqu'elle entra, la première chose qu'elle remarqua fut le silence. Un silence particulier qui ne provenait pas de la sédation, mais de l'arrogance. L'homme assis dans le fauteuil roulant motorisé près de la fenêtre la fixait directement. Il était grand, ou l'avait été autrefois, avec une large poitrine maintenant molle sous un gilet de marque. Ses cheveux blancs étaient méticuleusement peignés, ses chaussures cirées avec un éclat militaire, bien qu'il soit confiné à son fauteuil. Une bague en or brillait à son doigt. Son expression était un mélange d'intérêt modéré et d'amusement à peine voilé, comme un homme évaluant un concierge d'hôtel ou un menu de service en chambre. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-il, sa voix rauque mais forte. Kiara lui adressa un sourire professionnel. « Bonjour, monsieur Dillane. Je suis Kiara James, votre infirmière attitrée. Je vais vérifier vos constantes vitales et vous assister pendant votre séjour. » Il fit mine de la scanner de la tête aux pieds. « Kiara » répéta-t-il lentement comme s'il goûtait les syllabes. « Joli nom. Exotique. » Elle avait entendu ce mot plus de fois qu'elle ne pouvait les compter. Exotique, pas beau, pas fort, toujours quelque chose d'autre. Elle ne répondit pas aux commentaires, s'approchant plutôt de lui avec sa tablette et commençant sa routine. Pression artérielle, pouls, saturation en oxygène. Il n'offrit aucune résistance physique, mais l'air s'épaissit sous son regard, qui s'attarda plus longtemps que nécessaire sur son décolleté, ses mains, ses hanches. « Vous avez un toucher doux », remarqua-t-il lorsqu'elle attacha le brassard du tensiomètre. « J'ai de l'entraînement », répondit-elle d'un ton égal. Il gloussa, mais il n'y avait aucune chaleur dans le son. « Je parie que oui. » Cette première rencontre aurait pu s'arrêter là. Juste un autre moment de malaise dans une carrière qui en était parsemée, mais Kiara le sentit. Une étincelle de quelque chose de plus sombre derrière son ton désinvolte, quelque chose de calculateur. Le lendemain, elle le trouva dans le couloir près du poste des infirmières, demandant à une jeune infirmière où Kiara était partie. Il le dit nonchalamment, faisant semblant de plisser les yeux devant la signalisation comme s'il avait oublié son numéro de chambre.
Mais lorsque Chiara revint d'un autre appel, elle le surprit en train de la regarder de derrière le ficus en pot près de la fontaine à eau. Pas ouvertement, juste assez pour qu'elle le remarque et se demande si c'était délibéré. Elle se dit de ne pas faire de scène. Pas encore. À la fin de la semaine, le schéma était indubitable. Il la demandait spécifiquement pour les changements de bassin, les bains à l'éponge et le renouvellement des pansements. Même lorsque des infirmiers ou des kinésithérapeutes étaient de service, il faisait des commentaires désobligeants sur sa silhouette, les masquant sous de faux compliments. « Vous devez faire tourner bien des têtes ?» avait-il dit une fois alors qu'elle se penchait pour ajuster son repose-pied. « Est-ce qu'on laisse les jolies filles comme vous faire le vrai travail médical ou juste les trucs pour la galerie ?» Chiara se figea, la mâchoire serrée. « Monsieur, veuillez garder vos mains le long du corps, » dit-elle froidement, remarquant comment ses doigts s'approchaient de son poignet. « Juste pour être amical, » répondit-il, le sourire large. Plus tard cet après-midi-là, elle consigna l'interaction dans son application de journal intime sur son téléphone, notant l'heure et un bref résumé. Elle avait commencé cette pratique des années auparavant après un incident particulièrement ignoble lors d'un stage où les paroles d'un chirurgien avaient frôlé la proposition. L'entrée avait simplement indiqué « Docteur Mason » ou a dit « Je parie que vous avez l'habitude de tenir de gros outils ». Elle ne l'avait pas signalé à l'époque. Elle n'était qu'une étudiante, mais elle n'était plus une étudiante. À la 2e semaine, la tension était devenue insupportable. À chaque garde, elle entrait dans la clinique en se préparant à une nouvelle manifestation des dépassements de limites de Dylan. Elle ne s'attardait plus après les heures de travail et ne se joignait plus au déjeuner de groupe. Même certaines des autres infirmières remarquèrent son retrait, bien qu'elle l'attribuassent au stress ou au manque de sommeil. Le jeudi matin, Chiara demanda une brève réunion avec le docteur Richard Harper, le directeur médical. Elle travaillait sous ses ordres depuis le premier jour. Il était grand, méticuleux et donnait toujours l'impression de quelqu'un dont la poignée de main pouvait sceller des contrats d'1 million de dollars. Il n'était pas ouvertement hostile, mais il ne faisait jamais d'efforts pour l'inclure dans des initiatives ou lui confier des tâches de direction malgré son ancienneté. Elle le rencontra dans son bureau, une chambre aux parois de verre donnant sur le jardin ouest, remplie de manuels de médecine rangés par couleur plutôt que par sujet. « Je suis préoccupée par un patient », commença-t-elle, joignant les mains sur ses genoux. « Monsieur Dylan, il a été inapproprié avec moi à plusieurs reprises. » Harper haussa un sourcil, puis soupira et se pencha en arrière. « Inapproprié comment ?» Elle décrivit les incidents calmement, factuellement. Elle n'exagéra pas. Elle ne dramatisa pas. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. « Chiara, dit-il finalement, Arthur Dylan est un membre retraité du conseil d'administration de l'un de nos plus gros donateurs. C'est un vieil homme, seul. Un peu de flirt, bien que pas idéal, est probablement sa façon de se sentir à nouveau humain. » Elle cligna des yeux. « Monsieur, ce n'est pas du flirt. » « Je comprends, mais à moins qu'il n'y ait quelque chose de physique ou d'ouvert, » il marqua une pause. « Documentez simplement tout. Nous ne pouvons pas faire de suppositions. » Je l'ai documenté. Il parut brièvement mal à l'aise, puis fit un geste de la main. « Ne faisons pas de cette affaire plus qu'elle ne l'est. Restez simplement professionnel. Ne réagissez pas de manière excessive. Vous êtes l'une de nos meilleures infirmières, Chiara. Ne compromettez pas cela pour un malentendu. » Elle quitta le bureau le cœur battant, non pas de peur, mais de fureur. Malentendu. Le mot résonnait dans son crâne comme une malédiction. Elle crut qu'elle allait pleurer, mais ne le fit pas. Pas ici. Pas là où les murs avaient des oreilles et où le silence était une performance. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, faible d'abord, puis plus soutenue. Elle tapait contre les lucarnes comme pour lui rappeler que le monde tournait encore, toujours aveugle. Dans le vestiaire, elle s'assit sur le banc, fixant son badge nominatif. Les lettres brillaient sous les ampoules fluorescentes, nettes et propres, mais elle se sentait sale, souillée. Pas à cause de Dylan, ni même à cause de Harper, parce qu'elle était restée silencieuse trop longtemps. Elle se dit que cela ne se reproduirait plus. Et au fond d'elle, un feu commença à s'attiser. Pas le genre qui s'éteint dans la colère, mais le genre qui couve avec détermination. Ce n'était qu'une question de temps.
Les jours suivants passèrent comme des nuages d'orage lents, lourds d'anticipation, leur obscurité s'infiltrant dans chaque recoin de l'esprit de Chiara. Chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs immaculés du Sterling Medical Pavilion ressemblait davantage à une marche sur une corde raide au-dessus d'un feu ouvert. Elle arrivait tôt et partait tard, non par devoir, mais par un sentiment de malaise grandissant. Les mêmes murs qu'elle traversait autrefois avec une fierté tranquille lui semblaient maintenant étrangers, voire hostiles. Arthur Dillon n'avait pas cédé. Au contraire, sa conversation avec le docteur Harper semblait l'avoir enhardi. Ses attouchements devinrent plus fréquents et son ton plus suggestif, et ses yeux la suivaient avec le même amusement brillant qui lui donnait la chair de poule. Vendredi matin, alors que Chiara entrait dans sa chambre pour lui administrer ses médicaments, elle le trouva légèrement incliné dans son fauteuil roulant, vêtu d'un de ses cardigans en cachemire et d'un ascot bordeaux foncé, toujours trop habillé pour une chambre d'hôpital, toujours performatif. Il l'accueillit avec un sourire qui semblait taillé dans le granit. « Mademoiselle James, dit-il avec une fausse fioriture, l'ange revient. » Chiara ignora le commentaire et s'affaira au chariot de chevet, préparant les comprimés et enregistrant ses constantes vitales sur sa tablette. « Vous voulez bien m'aider avec les sangles encore une fois ?» demanda-t-il nonchalamment, désignant la ceinture de sécurité sur ses genoux. Elle hésita. Cette demande était devenue routinière, toujours formulée comme un simple besoin d'assistance. Mais à chaque fois, sa main glissait. Elle effleurait son bras ou sa cuisse, ou pire, sa taille, les doigts s'attardant comme la dernière feuille avant l'hiver. « J'enverrai une autre infirmière, dit-elle sans se retourner, sa voix calme mais ferme. « Pas besoin, répondit-il en haussant un sourcil. « Je préfère vos mains, plus douces. » Elle se tourna pour lui faire face, le gobelet de médicaments à la main. « Ce n'est pas approprié, monsieur Dillon. Veuillez vous abstenir de commentaires de ce genre. »« Oh, pardonnez-moi, dit-il en levant les deux mains en signe de fausse reddition. « Je ne voulais pas vous froisser, ma chérie. Juste un compliment. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle lui tendit les pilules et nota mentalement l'heure. 10h42, médicaments administrés, langage inapproprié, une autre entrée pour son journal. Une autre goutte dans la tempête. Plus tard cet après-midi-là, pendant sa pause, Chiara retourna au bureau du docteur Harper avec sa tablette. Cette fois, elle ne demanda pas de réunion. Elle frappa une fois et entra sans attendre. Il était assis derrière son bureau comme toujours, examinant des dossiers de patients. Il leva les yeux, surpris. « Je dois vous parler à nouveau, dit-elle. » Son visage changea légèrement, pas agacé, il était trop contrôlé pour cela, mais il y eut une pause nette, une lueur d'inconvénient. « Concernant monsieur Dillon encore, je suppose. »« Oui, dit-elle. » Son comportement n'a pas cessé. En fait, il s'est intensifié aujourd'hui. Il a fait une autre demande d'assistance physique et l'a suivie d'un commentaire inapproprié. Harper ferma le dossier qu'il examinait et se pencha en arrière dans son fauteuil. « Je comprends votre préoccupation, Chiara, commença-t-il, son ton délibéré. Mais nous en avons parlé, à moins qu'il n'y ait une menace directe ou une agression physique. Il y a un schéma. » Le coupa-t-elle plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu, un schéma clair et j'ai tout documenté. « La documentation n'est pas une preuve, dit-il, une trace d'impatience perçant. Écoutez, je sais que c'est frustrant, mais Dillon a une longue histoire avec cette clinique. Il a contribué plus que la plupart à sa réputation actuelle. Il a subi plusieurs interventions, et nous n'avons jamais eu de plainte. C'est un homme seul. S'il a dit quelque chose qui semblait déplacé, je suis sûre qu'il ne voulait pas faire de mal. »« Pas de mal, » répéta Chiara, à peine capable de contenir son incrédulité. « Alors, parce qu'il est vieux, riche et blanc, il a un laissez-passer. Il peut faire et dire tout ce qu'il veut de moi. » « Surveillez votre ton, infirmière James, dit Harper sèchement, sa posture se raidissant. « Il ne s'agit pas de race. »« Mais c'est toujours le cas, dit-elle doucement. Même quand vous prétendez que ce n'est pas le cas. » Il ne répondit pas. Le silence qui suivit fut comme du plomb dans sa poitrine. Elle partit sans un autre mot. Ce soir-là, alors que la ville baignait dans la lueur orangée des lampadaires,
Chiara était assise seule sur le bord de son lit, son ordinateur portable ouvert à côté d'elle, le fichier de documentation s'allongeant de minute en minute. Elle relut ses notes, les heures, le langage corporel, les témoins, toujours périphériques, n'intervenant jamais. Elle fixa la dernière ligne qu'elle avait écrite, a demandé de l'aide pour la sangle, m'a appelé ma chérie, a refusé une deuxième infirmière. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Puis, lentement, elle tapa une autre phrase. Demain, je ne resterai plus silencieuse. Samedi, la clinique était plus animée que d'habitude. Un médecin visiteur prévu avait annulé et les urgences avaient envoyé 2 demandes de tests cardiaques. Chiara fut chargée de superviser les tournées des patients au 3e étage, ce qui incluait la chambre de Dylan. Alors qu'elle examinait les dossiers au poste des infirmières, elle sentit une ombre traverser sa vision périphérique. Quand elle leva les yeux, c'était lui. Arthur Dylan dans son fauteuil, roulant lentement dans le couloir, son sourire aussi suffisant que jamais. « La voilà », annonça-t-il assez fort pour que 2 autres infirmières l'entendent. « Ma Florence Nightingale préférée. » Chiara ne répondit pas. Elle se retourna vers son écran. Il s'approcha en fauteuil roulant. « J'ai eu un petit accident avec la couverture encore, dit-il. Ça vous dérange de me border ? » L'infirmière amie, une technicienne récemment transférée de Midtown, haussa un sourcil et regarda Chiara. « Vous voulez que je m'en occupe ? » Chiara secoua la tête. « Non, c'est bon. » Dans sa chambre, elle se déplaça rapidement, récupérant la couverture du fauteuil et la pliant sur ses genoux sans le toucher. Mais alors qu'elle se penchait en avant pour redresser les bords, sa main jaillit plus vite qu'elle ne s'y attendait pour un homme se plaignant de faiblesse et attrapa son poignet. Pas fort, pas au point de faire des bleus, mais cela s'attarda. Intime, envahissant. « Votre sourire m'a manqué ce matin, » dit-il, les yeux rivés sur les siens. Chiara retira son bras brusquement. « Ne me touchez plus jamais, » dit-elle, la voix tremblante de fureur. Il se contenta de sourire. Elle se retourna et se dirigea directement vers le poste des infirmières. Elle rédigea le rapport, formel cette fois, et le soumit à l'administration via le système de plainte interne. Une notification rouge clignota sur l'écran. « Votre rapport a été reçu. » Elle expira, mais le lendemain, rien ne se passa. Aucun appel des RH, aucune enquête, aucun suivi. Pire encore, lors du briefing du personnel du lundi matin, le docteur Harper fit une brève annonce remerciant M. Dylan pour sa générosité et son soutien continu et rappela au personnel de faire preuve de patience et de compassion envers nos clients âgés. La pièce sembla basculer. Chiara se tenait au fond, entourée de têtes qui acquiesçaient et d'applaudissements polis, ses entrailles se tordant. Cette nuit-là, elle pleura sous la douche, l'eau chaude coulant sur elle comme si elle pouvait laver la contamination d'être invisible, inattendue. Son corps, qu'elle avait toujours cru capable de la porter à travers chaque garde difficile, chaque nuit interminable, lui semblait étranger. Sa propre peau était devenue un champ de bataille. Le lendemain, elle se dit que s'il la touchait à nouveau, une seule fois, elle n'hésiterait pas. Plus d'avertissement, plus de retenue polie. La ligne avait déjà été franchie. Maintenant, elle tracerait la sienne. Mardi commença comme n'importe quel autre jour, baigné dans la lumière matinale d'un ciel clair, mais Chiara James sentit la tension dans l'air avant même d'entrer dans le bâtiment. Il y avait une tension dans tout, subtile mais indubitable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. La nuit précédente avait été blanche. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la main d'Arthur Dylan s'approcher d'elle, sentait à nouveau le froid de ses doigts sur son poignet. Elle l'avait signalé par la voix officielle, avait rédigé la plainte la plus détaillée de sa carrière, et pourtant rien n'avait changé. Pas un mot de l'administration, pas d'enquête, pas de soutien. Elle arriva au Sterling Medical Pavilion juste avant 7 heures, son uniforme repassé, son badge accroché à un angle exact. Le personnel de la réception la salua de la tête, poli, distant. Elle était de nouveau invisible. Une infirmière dans un coin, l'une des nouvelles recrues, lui offrit un sourire crispé avant de détourner rapidement les yeux. Le mot avait commencé à circuler, bien que personne n'osât le dire à voix haute. Tout le monde savait quelque chose, mais personne ne voulait en savoir trop.
Les couloirs semblaient plus longs que d'habitude alors que Chiara se dirigeait vers le poste du 3e étage. Elle vérifia le tableau. Dylan était toujours dans la chambre 312, toujours sous ses soins. Harper n'avait procédé à aucune réaffectation malgré ses préoccupations répétées. Son estomac se noua, mais elle s'observa. Ce serait la routine, vérifier les constantes vitales, administrer les médicaments, quitter la chambre. Pas d'opportunité, pas de contact. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle entra dans la chambre à 7h42. Les lumières étaient tamisées comme toujours, et Dylan était déjà réveillé, vêtu d'une chemise boutonnée et d'un pantalon kaki que quelqu'un avait dû l'aider à enfiler. Il était assis dans son fauteuil près de la fenêtre, les yeux rivés sur la porte avant même qu'elle ne l'ouvre, comme s'il l'attendait. « Pile à l'heure », dit-il doucement. La ponctualité est un art perdu. Chiara ne répondit pas. Elle traversa la pièce jusqu'au plateau près de son lit, vérifia ses dossiers, enregistra la nouvelle dose de médicaments et s'approcha avec le gobelet de pilules. Ses mouvements étaient précis, robotiques. Elle ne regarda pas son visage. Il prit le gobelet de sa main, mais ne le porta pas immédiatement à ses lèvres. « Je crois que nous avons mal commencé hier, dit-il. J'essayais seulement d'être amical. Je suis ici pour vous prodiguer des soins, monsieur Dylan, répondit-elle sans émotion. Veuillez prendre vos médicaments. Il le fit, tout en la regardant. Vous savez, vous n'êtes pas comme les autres. Il y a un feu en vous. C'est pour ça que je vous apprécie. Chiara se tourna pour s'éloigner. Et puis c'est arrivé. Il laissa tomber son mouchoir par terre et fit mine de se baisser maladroitement. Maudite arthrite, marmonna-t-il. Pourriez-vous m'aider avec ça? Elle se retourna instinctivement. Le mouchoir gisait juste sous son repose-pied. Contre son meilleur jugement, elle s'avança et s'agenouilla légèrement pour le ramasser. Alors qu'elle se relevait, sa main jaillit, non pas pour le tissu, mais pour sa taille. Cette fois, il n'y avait aucune ambiguïté, aucune possibilité de confondre cela avec autre chose que ce que c'était. Ses doigts se pressèrent sur sa hanche puis glissèrent vers son abdomen. Une bouffée de chaleur la traversa. Son pouls explosa dans ses oreilles. Sans réfléchir, Chiara réagit. Elle le gifla. Ce fut rapide, réflexe, né non pas de la rage, mais de la pure survie. Sa paume ouverte heurta le côté de son visage avec un claquement sec qui résonna dans la pièce silencieuse. Il haleta et recula, plus par choc que par douleur. L'instant se figea, la lumière du soleil à travers les stores, la pilule tombant de ses genoux, l'élargissement de ses yeux alors qu'il levait la main pour toucher sa joue rougie. Et puis vint le bruit, un gémissement sourd, un grognement dramatique, le début d'un effondrement théâtral dans son fauteuil. La performance de Dylan fut instantanée. « Elle m'a frappé », cria-t-il plus fort maintenant, comme s'il annonçait un crime. « Je demandais juste de l'aide et elle m'a frappé. Que quelqu'un vienne. » En quelques secondes, des pas résonnèrent dans le couloir. 2 infirmières et un technicien apparurent à l'embrasure de la porte et derrière eux, comme un signal envoyé par le destin, vint le docteur Harper, flanqué d'un porte-bloc et du froncement de sourcils qu'il réservait aux urgences. « Qu'est-ce qui se passe ici » aboya-t-il. Dylan était déjà à mi-chemin de son numéro, se tenant le visage, secouant la tête avec une incrédulité feinte. « Elle m'a frappé. J'ai tendu la main pour un mouchoir et elle m'a juste frappé. » Harper se tourna vers Chiara. « Est-ce vrai ?» La poitrine de Chiara se soulevait, son poing serré. « Il m'a encore attrapé. Je me défendais. » Les yeux d'Harper se rétrécirent. « Devant un patient ? Devant un prédateur ?» dit-elle. Des halètements parcoururent le personnel derrière lui. « Ça suffit », claqua Harper. « Sortez maintenant. » « Vous êtes sérieux ? » La voix de Chiara monta, le bord de la panique commençant à s'insinuer. « Vous savez cela depuis des semaines. J'ai déposé un rapport. Dehors. » Il s'avança et repoussa l'air entre eux avec sa main, un geste aussi froid que définitif. Ses yeux étaient immobiles à cet instant. Il n'y avait aucun doute. Il avait fait son choix. Chiara recula d'un pas. Son corps tremblait. Non pas de peur, mais d'incrédulité.
Elle regarda autour de la pièce. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Elle se retourna et sortit. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle était assise dans la salle de repos essayant de calmer son cœur qui s'emballait, 2 gardes de sécurité apparurent. « Mademoiselle James, dit l'un d'eux maladroitement. Nous devons vous escorter hors des lieux. » « Pourquoi » demanda-t-elle, même si elle connaissait la réponse. « Pas de détails » marmonna l'autre. « Ordres administratifs. » Alors qu'il la conduisait dans le couloir, devant le poste des infirmières, devant les patients en attente, devant ses collègues, dont certains détournaient le regard, dont certains chuchotaient, Chiara sentit un étrange engourdissement s'installer en elle. Pas de la honte, pas de la culpabilité, quelque chose de plus lourd, de plus froid. Ils ne se contentèrent pas de l'escorter dehors. Ils la firent traverser le hall, passer devant la réception, sortir par les doubles portes avec le logo Sterling gravé dans le verre. Les portes se refermèrent derrière elle comme le couvercle d'un cercueil. Dehors, le soleil du matin s'était levé haut. Il faisait chaud, presque beau. Elle resta là longtemps, regardant les gens passer devant elle, ignorant, indifférent. Elle sortit son téléphone. Il y avait déjà des messages. Collègues, collaborateurs, certains compatissants, la plupart vagues. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'espère que tu vas bien. N'abandonne pas. Tu vaux mieux que cet endroit. Mais rien de Harper. Rien de l'administration. Elle rentra chez elle à pied ce jour-là. Elle avait besoin de temps, de mouvement, de silence. Les rues s'estompaient autour d'elle alors que les souvenirs affluaient. Son premier jour à Sterling, son excitation, sa fierté, tout cela ternit maintenant, écrasé sous le poids d'un seul instant, d'une seule gifle. Chez elle, elle resta assise dans le noir pendant des heures, sa blouse encore sur elle, son badge toujours accroché à sa poitrine. Dans son esprit, la scène se rejouait en boucle. Sa main, sa gifle, la trahison dans la voix de Harper. Elle baissa les yeux sur sa main, celle qui l'avait frappée. Elle ne ressemblait pas à une arme. Elle ne l'avait jamais été. C'était un bouclier. Et d'une manière ou d'une autre, pour cela, elle avait été condamnée. Alors que la nuit tombait, Chiara regardait par la fenêtre de son appartement, les lumières de la ville clignotant comme des étoiles indifférentes. Quelque part au loin, elle entendit des sirènes. Quelque part, on disait à quelqu'un d'autre de se taire, d'accepter, de se soumettre. Elle se promit alors qu'elle ne serait plus l'une d'entre elles. Plus jamais. Dans les jours qui suivirent son expulsion du Sterling Medical Pavilion, Chiara James exista dans une sorte de limbe. Le temps passait, mais pas d'une manière qu'elle pouvait mesurer. Les heures se fondaient les unes dans les autres, et la lumière du jour ne signifiait guère plus que la forme des ombres changeant sur les murs de son appartement. Son corps suivait des routines familières. Se réveiller, s'asseoir, se doucher, regarder fixement, mais son esprit était à la dérive, tournant en rond autour des mêmes souvenirs, du même moment, encore et encore, comme une bobine qu'elle ne pouvait pas éteindre. Elle s'était attendue à de la colère, de la fureur même. Mais ce qu'elle ressentait était plus insidieux. C'était le silence. Pas le silence de la paix ou de la réflexion, mais celui qui bourdonne en vous comme de l'électricité statique. Celui qui suit une chute lorsque vous êtes étendu, hébété et essoufflé, attendant que quelqu'un vous aide à vous relever, mais que personne ne vient. Elle ne raconta pas toute l'histoire à sa mère au début. Lorsqu'elle parlait au téléphone, Chiara disait qu'elle prenait une courte pause de la clinique, qu'elle avait besoin de temps pour se reposer. Sa mère n'insista pas, se contenta de dire qu'elle était fière d'elle et lui rappela de manger quelque chose, n'importe quoi, même si ce n'était que de la soupe. Chiara hocha la tête, promit qu'elle le ferait. Mais la vérité lui restait en travers de la gorge comme une pierre. L'appartement, habituellement un lieu d'ordre et de calme, était devenu encombré de courriers non ouverts et de tasses de thé à moitié finies. Le certificat qui avait autrefois trôné si fièrement au-dessus de son bureau, infirmière diplômée avec distinction, gisait maintenant face contre terre sur le sol où il avait glissé du mur. Elle n'avait pas pris la peine de le ramasser. Son téléphone vibrait périodiquement avec des messages d'anciens collègues. La plupart étaient hésitants, soigneusement formulés, comme si les auteurs avaient peur d'en dire trop. Et, je pense à toi. J'espère que tu vas bien.
Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je te crois. Certains messages provenaient de personnes qu'elle connaissait à peine, d'autres de celles avec qui elle avait passé du temps dans les salles de repos, partagé des gardes de nuit, couverts lorsque leurs enfants étaient malades, et pourtant aucune d'entre elles n'avait pris la parole lorsqu'on l'avait traînée hors de la clinique comme une criminelle. Ils avaient regardé en silence, tout comme ils avaient regardé les mains d'Arthur Dylan errer et la fureur du docteur Harper s'abattre sur elle comme un marteau de juge. Personne n'avait dit un mot. Le 3e jour, elle reçut une lettre officielle du service juridique de Sterling. Elle était froide et précise, rédigée dans un langage conçu pour dépouiller la brutalité de toute émotion. Elle déclarait que son emploi avait été résilié avec effet immédiat pour faute professionnelle, qu'un examen interne avait conclu que ses actions étaient incompatibles avec les valeurs de l'institution, et que tout contact ultérieur serait traité par les voies légales. Elle la lut une fois, puis une autre. Ses mains tremblaient alors qu'elle repliait le papier dans l'enveloppe et le jetait à la poubelle. Le coup ne la frappa pas d'un seul coup. Il vint par vagues. D'abord la honte, puis l'incrédulité, et enfin la prise de conscience qu'elle avait été effacée. Comme ça. 6 années de dévouement, de gardes infatigables à prendre soin de patients dont personne d'autre ne voulait s'occuper. Disparu. Pourquoi ? Pour s'être défendue. Elle voulait crier, mais la colère ne venait pas. Pas encore. Seulement le silence. Chaque nuit, le sommeil la fuyait. Lorsqu'elle parvenait à s'assoupir, elle se réveillait en haletant comme si elle se noyait. Ses rêves étaient remplis de couloirs qui ne menaient nulle part, de portes qui claquaient, de voix qui chuchotaient derrière des vitres. Elle voyait le visage de Harper, sévère et illisible, entendait sa voix tonner le mot « dehors » comme un coup de feu. Elle voyait le sourire de Dylan, la façon dont sa main s'était enroulée autour de son corps comme une marque. Elle supprima ses comptes de médias sociaux après avoir commencé à voir des titres. Petit au début, puis se répandant sur les blogs locaux, puis sur les forums d'actualité médicale. Une infirmière agresse un patient âgé dans une clinique réputée de la ville. Un membre du personnel de Sterling renvoyé après un incident avec un donateur. Personne ne mentionnait le mot harcèlement. Personne ne mentionnait les préjugés raciaux ou les dynamiques de pouvoir liées au genre. Juste, infirmière, et agression. Juste son visage capturé dans l'annuaire du personnel, recadré et aplati comme si elle était une suspecte dans une affaire criminelle. Elle n'avait aucune voix dans l'histoire qu'il racontait. À la fin de la semaine, Chiara avait cessé d'ouvrir ses stores. Elle restait assise dans le noir, rejouant chaque choix qu'elle avait fait, se demandant si elle aurait pu faire quelque chose différemment. Aurait-elle dû partir ? Aurait-elle dû aller voir la presse plus tôt ? Aurait-elle dû se taire ? Mais chaque fois que ses pensées s'insinuaient, quelque chose de plus profond se levait pour les contrer. Une connaissance non seulement de ce qu'elle avait enduré, mais de ce qui lui avait été enlevé. Sa dignité, ses moyens de subsistance, sa sécurité, et pire, sa conviction que le système la protégerait si elle faisait ce qu'il fallait. Cette illusion s'était brisée. Elle appela l'une des infirmières qui lui avait envoyé un message, une femme nommée Carla, qui lui avait toujours semblé juste, sinon exactement proche. Je ne sais pas quoi dire, avoua Carla. Tout le monde a peur. Harper. Il a clairement fait savoir qu'il y aurait des conséquences si quelqu'un remettait en question la décision. Alors, vous avez tous simplement accepté, demanda Chiara, la voix assurée. Ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais, répondit Chiara. Jusqu'à ce que ça le soit. L'appel se termina par un silence gêné. Dimanche soir, la mère de Chiara arriva à l'improviste. Elle avait pris le bus de nuit et se tenait à la porte avec 2 sacs et un air de détermination tranquille. Lorsque Chiara ouvrit la porte, sa mère entra sans un mot et serra sa fille dans ses bras. Pour la première fois depuis ce matin dans la chambre de Dylan, Chiara se laissa pleurer. Elles ne parlèrent pas beaucoup cette nuit-là. Sa mère prépara de la soupe, nettoya la cuisine, balaya les sols. Elle ne demanda pas de détails, n'insista pas. Elle resta simplement. Et en sa présence, Chiara sentit quelque chose changer. Pas de l'espoir, pas encore, mais les premiers frémissements. Plus tard, blottie sur le canapé avec une couverture sur les jambes,
Chiara ouvrit son ordinateur portable et consulta sa documentation. Toutes les notes qu'elle avait prises au cours des dernières semaines, chaque entrée soigneusement datée et consignée. Elle en ajouta une de plus. 12 mars, escorté hors de Sterling. Accusé sans enquête, pas de procédure régulière, personne n'a écouté, mais je suis toujours là. Elle fixa les mots. Ils n'étaient pas suffisants, mais ils étaient quelque chose. Elle ouvrit un nouveau document. Titre, Déclaration formelle des événements. Chiara James. Elle commença à écrire. Le lendemain matin, elle appela un avocat. Mardi, elle avait contacté un groupe local de défense des travailleurs de la santé victimes de discrimination. Mercredi, elle avait parlé à un journaliste en off, mais avec la promesse de la vérité. À la fin de la semaine, elle avait fait ce que Sterling espérait qu'elle ne ferait pas. Elle commença à parler. Au moment où Chiara se tenait devant les bureaux du centre-ville de l'Alliance de défense des travailleurs de la santé, le printemps commençait à s'éveiller dans la ville. L'air portait une douceur qui laissait présager un renouveau, bien que la morsure de l'hiver persistât encore. Le bâtiment était modeste, coincé entre un fleuriste et un café familial, mais il irradiait quelque chose de rare et de nécessaire, l'intention. À l'intérieur, les murs étaient tapissés d'affiches proclamant la solidarité, la sécurité et les droits. Et la réceptionniste, une femme noire plus âgée aux tresses parsemées d'argent et aux yeux qui contenaient des années de témoignages, l'accueillit avec chaleur et une tasse de thé à la menthe. Chiara ne savait pas à quoi s'attendre. Peut-être plus de formulaires, plus de bureaucratie froide, plus de hochements de tête polis et d'assurance vide. Au lieu de cela, on la fit entrer dans une pièce où deux femmes l'attendaient, l'une, une avocate nommée Julia Grant, au regard vif et calme, et l'autre, une organisatrice communautaire nommée Leslie, dont la présence tranquille portait une gravité qui n'avait pas besoin de volume pour s'affirmer. Elles écoutèrent, pas poliment, pas de manière performative. Elles écoutèrent comme des personnes qui avaient entendu trop d'histoires comme la sienne, et qui parvenaient encore à s'en soucier. Chiara raconta tout, depuis la première fois où Arthur Dillon l'avait regardée avec concupiscence jusqu'au moment où la voix de Harper avait retenti dans la pièce comme le verdict d'un juge. Sa voix ne trembla pas. Elle était au-delà de la honte maintenant. Quand elle eut fini, il y eut un long silence. Leslie hocha lentement la tête, puis demanda « Avez-vous des documents ?» Chiara ouvrit son sac et en sortit un épais dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages de journaux de bord, de dates, de citations directes et de captures d'écran de rapports internes. Elle tendit également son téléphone, déjà calé sur la note vocale qu'elle avait enregistrée après avoir été expulsée du bâtiment, détaillant tout avec une crudité et une absence de filtre total. Julia parcourut les documents puis leva les yeux. « C'est complet. Avez-vous parlé à la presse ? » Pas officiellement. Un journaliste m'a contacté après qu'un des blogs ait repris l'histoire. J'ai dit que j'y réfléchirais. Vous devriez y penser, dit Julia. Mais faites-le prudemment. Ils essaieront de déformer les choses. Vous serez dépeinte comme amère, en colère, émotive. Je suis en colère, répondit Chiara. Bien, dit Leslie. Utilisez-la. Mais canalisez-la. Au cours des jours suivants, elles travaillèrent ensemble à monter un dossier. Pas seulement un dossier juridique, mais un dossier humain. Chiara fit sa déclaration complète à la division du harcèlement au travail du ministère du Travail. Elle contacta la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi et déposa des accusations formelles. Et elle accorda une interview enregistrée à une chaîne de médias indépendante locale connue pour ses reportages d'investigation. Son nom resta anonyme au début. Son visage était flouté, mais sa voix résonnait clairement. Une semaine plus tard, la vidéo fut diffusée. Elle n'était pas sensationnaliste. Il n'y avait pas de musique dramatique, pas de reconstitution, juste la voix de Chiara sur des images d'archives de couloirs d'hôpitaux, de personnel marchand, d'infirmières riant doucement au bord de la fatigue. Ces mots se suffisaient à eux-mêmes. J'ai été infirmière pendant 6 ans. Je croyais en ma clinique. Je faisais confiance à mes superviseurs. Et quand j'ai été harcelée par un patient, j'ai fait ce qu'on m'avait appris à faire. Je l'ai signalé. J'ai suivi les règles. Je leur ai donné une chance de me protéger. Et ils ont échoué.
Il ne fallut que 2 jours pour que la vidéo gagne en popularité. Internet a une façon de mettre les choses à nu. Lorsque la vérité touche quelque chose de profond, les gens commencent à la partager. D'abord discrètement au sein des forums de soins de santé et des réseaux d'infirmières, puis plus largement. Des hashtags commencèrent à devenir tendance. D'anciens employés de Sterling ajoutèrent des commentaires cryptiques sous des profils anonymes, certains confirmant des expériences similaires, d'autres exprimant leur culpabilité de ne pas avoir parlé. Puis vint la fissure inattendue dans le silence. Un message arriva dans la boîte de réception de Chiara de la part de Tess Monroe, une ancienne patiente dont elle se souvenait vaguement. Début de la vingtaine, cheveux châtain clair, elle avait l'habitude d'apporter un carnet de croquis avec elle à ses rendez-vous. Le message était court. Je pense que j'ai quelque chose que vous devez voir. Elles se rencontrèrent le lendemain matin dans un café juste à l'extérieur de la ville. Tess arriva en serrant son téléphone comme si c'était une arme. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. J'étais dans le couloir le jour où c'est arrivé, dit-elle. J'enregistrais une vidéo pour mon blog. Je ne voulais pas filmer ça. Je parlais des œuvres d'art de la clinique ou quelque chose comme ça, mais je l'ai vu vous attraper. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais avant de la revoir. Elle lança la vidéo. Le clip était court mais accablant. Il montrait Chiara s'agenouillant pour ramasser le mouchoir. La main de Dylan s'avançant indubitablement, délibérément, vers sa taille. L'angle était partiel mais suffisamment clair. Son tressaillement, la gifle, sa réaction retardée, dramatique. Ce n'était même pas subtil. Chiara la regarda 3 fois. Son cœur ne s'emballa pas. Son souffle ne se coupa pas. Elle ne ressentit que de la clarté. Puis-je l'utiliser, demanda-t-elle. Tess hocha la tête. S'il vous plaît. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. En quelques heures, la séquence fut téléchargée sur la même chaîne indépendante. Cette fois, Chiara accepta de montrer son visage. La réponse fut immédiate et sismique. Le récit changea du jour au lendemain. Soudain, la gifle n'était plus une agression. C'était de la défense. Le prédateur n'était plus sans visage. C'était Arthur Dylan. Maintenant, avec son image circulant aux côtés de titres comme « La clinique Sterling sous le feu des critiques pour avoir ignoré les plaintes de harcèlement d'infirmières », le visage du docteur Harper commença à apparaître dans les articles. Son passé fut exhumé. Plusieurs plaintes non explorées concernant le favoritisme, les évaluations de performance racialement biaisées et une réputation de protection des donateurs de grande valeur. Les gens demandaient des réponses. Devant les portes de Sterling, des manifestations se formèrent. Petites au début, puis grossissant. Des infirmières tenaient des pancartes. Croyez les infirmières. Croyez les femmes noires. Des étudiants en médecine marchaient avec elles. D'anciens patients partageaient leur soutien. Chiara se tenait au bord de la foule un après-midi, regardant l'endroit qu'elle avait autrefois servi avec fierté être maintenant assiégé. Cela ne ressemblait pas à de la vengeance. Cela ressemblait à un équilibre en train d'être restauré. 3 jours plus tard, une enquête officielle fut annoncée par le Conseil médical de l'État. La même nuit, la police arriva à la résidence de Dylan. Les preuves vidéo combinées aux témoignages de Chiara et aux rapports antérieurs de conduite inappropriée dans d'autres établissements suffirent à justifier une arrestation pour agression sexuelle et inconduite envers un travailleur de la santé. Sa photo d'identité judiciaire apparut aux informations avant minuit. L'homme qui souriait autrefois avec impunité avait maintenant l'air effrayé, petit. Lorsque Julia appela pour lui annoncer la nouvelle, Chiara ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle ferma simplement les yeux et expira. Le lendemain matin, elle fut invitée à parler à la télévision nationale. Nous pouvons le faire à distance, dit le producteur. Vous n'avez même pas besoin de montrer votre visage. Mais Chiara le fit. Elle s'assit devant la caméra, le dos droit, la voix assurée. Je n'ai pas parlé parce que je voulais de l'attention, dit-elle. J'ai parlé parce que j'en avais assez de me taire, assez de savoir que si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre entrerait dans cette clinique et ferait face à la même chose. Je voulais être entendue. Et maintenant, je le suis. Le silence s'était brisé et le monde écoutait.
Les jours qui suivirent la diffusion de la vidéo du couloir se déroulèrent comme un glissement de terrain lent, silencieux d'abord, puis rugissant. Un par un, les murs qui avaient retenu la vérité de Chiara commencèrent à s'effondrer sous le poids de l'examen public. Cela commença par des courriels, puis des appels téléphoniques, puis des lettres. Ils venaient de partout, journalistes, anciens patients, personnel hospitalier de tout le pays. Certains offraient des remerciements, certains cherchaient des conseils, d'autres avouaient leurs propres expériences. Femmes et hommes, infirmières et assistants, internes et aides-soignants. L'histoire de Chiara avait débloqué quelque chose de bien au-delà de sa propre bataille. C'était devenu un règlement de compte. Au Sterling Medical Pavilion, l'atmosphère passa d'un contrôle austère à une panique à peine dissimulée. Le personnel, qui marchait autrefois avec la confiance tranquille d'un soutien institutionnel, se déplaçait maintenant rapidement, la tête baissée comme s'il essayait de disparaître dans le papier peint. Les patients annulèrent leur rendez-vous. Les donateurs retirèrent leurs contributions. 2 infirmières démissionnèrent publiquement, déclarant qu'elles ne pouvaient pas continuer sous une administration qui faisait défaut à la sienne. Une 3e déposa une plainte détaillant ses propres expériences de harcèlement et de préjugés raciaux pendant son emploi, citant le courage de Chiara comme raison de se manifester. Le docteur Harper, autrefois le pilier inébranlable de la clinique, se retrouva acculé dans son propre bureau. Le conseil d'administration exigea une explication. Des caméras planaient près de l'entrée de la clinique comme des vautours tournant autour d'un animal blessé. Lorsqu'Harper tenta de publier un communiqué de presse soigneusement formulé minimisant l'incident comme une profonde et malheureuse erreur de communication, Internet explosa. En quelques heures, les hashtags revinrent plus forts qu'avant, #BelievChiara, #ProtectNurse, #SterlingSilence. Sous la pression des organisations de santé publique et du tollé général, la clinique fut contrainte de publier une déclaration reconnaissant les défaillances institutionnelles et annonçant une enquête par une tierce partie sur ses pratiques internes. Mais il était alors trop tard. Le mal était fait. Chiara regardait tout cela de loin, non pas avec satisfaction, mais avec la reconnaissance solennelle de la justice progressant, hésitante, imparfaite, mais réelle. Il ne s'agissait pas de les voir tomber. Il s'agissait de voir le monde commencer à voir. Dylan resta en détention, sa libération sous caution refusée après qu'une 2e ancienne infirmière se fut manifestée, décrivant un schéma de comportement similaire l'année précédente. Elle était partie discrètement, honteuse et sans soutien, mais la réapparition de l'affaire de Chiara lui donna le courage de témoigner. L'accusation monta un dossier solide. Le procureur général prit la parole publiquement, qualifiant la séquence vidéo de « preuve irréfutable d'une agression et d'une réponse institutionnelle défaillante ». Lorsque Chiara fut appelée à comparaître au tribunal pour faire sa déclaration, elle s'assit droite, rencontra les yeux du jury et parla avec une clarté inébranlable. Elle ne répéta pas. Elle n'en avait pas besoin. La vérité était déjà tissée dans chaque fibre de son être. « Je n'étais pas en colère quand je l'ai giflé », dit-elle calmement. « J'avais peur. Peur parce que personne n'écoutait. Peur parce que je savais ce qui se passerait ensuite. Et j'avais raison. » La salle d'audience devint silencieuse. Et même maintenant, après tout, je ne veux pas de vengeance. Je veux du changement. Ces mots, autrefois rejetés dans des salles de réunion stériles et des couloirs froids, résonnaient maintenant dans des espaces où les décisions étaient prises. Le procès avança, mais la conversation publique l'avait déjà dépassé. Les syndicats d'infirmières appelèrent à des protocoles nationaux protégeant les soignants du harcèlement des patients. Des tables rondes furent organisées. Chiara fut invitée à prendre la parole à plusieurs d'entre elles, bien qu'elle n'en acceptât qu'une, un symposium à huis clos pour jeunes infirmières de couleur entrant dans la profession. Elle se tint devant elles, non pas comme un symbole, mais comme quelqu'un qui avait survécu au feu et en était sortie entière, pas indemne, mais plus forte. À Sterling, les retombées s'aggravèrent. Harper, après des semaines d'évasion, fut officiellement démis de ses fonctions par le conseil d'administration. Le service juridique de la clinique invoqua une faute grave, une négligence de ses fonctions et un manquement à l'application des protocoles de sécurité. Son dernier jour se passa sans cérémonie. Pas de fête d'adieu, pas de communiqué de presse. Chiara accueillit la nouvelle d'un hochement de tête silencieux.
Harper lui avait manqué, oui, mais plus que cela, il s'était manqué à lui-même et au serment qu'il avait autrefois prêté. Suite à son départ, une nouvelle direction intérimaire fut nommée. L'un des premiers actes fut un examen complet des protocoles de soins aux patients, des procédures de règlement des griefs du personnel et des politiques de réponse au harcèlement. Des canaux de signalement anonymes furent rétablis. Les caméras, qui n'avaient autrefois été que sélectivement fonctionnelles, étaient désormais surveillées avec obligation de rendre des comptes. Une formation hebdomadaire de sensibilisation fut mise en place. Le personnel dut suivre des programmes de sensibilisation aux préjugés raciaux dirigés par des éducateurs externes. Chiara fut invitée à assister à une séance de retour d'information organisée par la nouvelle administration. Elle n'y alla pas. Au lieu de cela, elle rencontra un représentant du plus grand hôpital public de la ville, un établissement moins connu pour son prestige que pour sa compassion. Ils avaient suivi son histoire. La directrice médicale, une femme noire nommée Dr Helen Carter, la contacta personnellement. « J'ai vu ce que vous avez fait, dit-elle. Nous pourrions utiliser quelqu'un comme vous ici, pas seulement sur le terrain, mais du côté des politiques. Vous savez ce qui doit changer et je veux vous donner l'espace pour le faire. » L'offre était plus que généreuse. Un poste de coordinatrice principale des droits et de la sécurité du personnel avec un rôle hybride qui lui permettait de partager son temps entre les soins aux patients et la réforme institutionnelle. Pour la première fois depuis des mois, Chiara s'autorisa à envisager un avenir, un vrai. Non pas bâti sur la peur, le silence ou la survie, mais sur un objectif. Elle accepta. Lors de son premier jour au nouvel hôpital, elle portait un blazer bleu marine et un nouveau badge accroché à son revers. Il indiquait « Chiara James, infirmière diplômée, coordinatrice, équité et sécurité clinique ». Elle parcourut les couloirs non pas avec appréhension mais avec résolution. Les infirmières la saluèrent avec une curiosité ouverte, certaines avec familiarité. L'une chuchota « C'est vous, n'est-ce pas ? Merci ». Elle sourit, non pas pour être polie, mais parce que cela semblait mérité. Plus tard cet après-midi-là, elle se tenait dans une séance d'orientation du personnel, s'adressant à une salle pleine de jeunes stagiaires. Quand quelqu'un dépasse les bornes, parlez. Et quand il n'écoute pas, continuez à parler. Vous vous sentirez peut-être seul, mais vous ne l'êtes pas. Nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez. Et chaque fois que nous disons la vérité à voix haute, le silence se brise un peu plus. À la fin de la séance, des applaudissements emplirent la salle, pas tonitruants, mais sincères. Cette nuit-là, dans son appartement, Chiara était assise avec sa mère et sa sœur, un modeste repas sur la table, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer la brise. On ne parlait pas du procès, pas d'informations en arrière-plan, juste des rires, le cliquetis des fourchettes contre les assiettes, la douce musique de l'appartenance. Elle n'avait pas cherché à changer le système. Elle avait seulement voulu être entendue, mais en étant entendue, quelque chose de plus grand avait changé. Et bien qu'il y eût encore des batailles à venir, elle ne marchait plus seule. La lumière du matin filtrait doucement à travers les fenêtres de l'hôpital, baignant le couloir d'une brume dorée qui adoucissait le bourdonnement des machines et la sonnerie occasionnelle des téléavertisseurs. C'était une nouvelle saison, pas seulement sur le calendrier, mais dans l'air, dans la façon dont les gens se déplaçaient dans le monde. Il y avait maintenant une différence palpable dans la façon dont Chiara James se déplaçait dans ces couloirs. Elle n'était plus seulement une infirmière survivant grâce à son instinct et à son courage. Elle était devenue autre chose. Une défenseur, une voix, une présence qui rendait le silence impossible. Ses journées étaient désormais partagées, moitié en uniforme, moitié en réunion. Elle commençait chaque matin en examinant les rapports de personnel, en lisant les plaintes anonymes des membres du personnel. Des plaintes qui autrefois auraient été enterrées ou rejetées. Maintenant, elles avaient un endroit où atterrir, une voix derrière elles. Elle rencontrait des équipes pour mettre en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité, conseillait la direction sur la manière de gérer les problèmes émergents et créait des cadres pour la responsabilité interne. L'après-midi, elle enfilait à nouveau sa blouse, retournait sur le terrain et se rappelait pourquoi elle avait choisi ce travail au départ. Aucun titre ni bureau ne pourrait jamais remplacer l'échange silencieux de confiance entre une infirmière et un patient, la simple dignité des soins. Elle était respectée maintenant,
Non pas comme un symbole, mais comme une collègue. Ce respect n'était pas venu rapidement ou facilement, mais il était venu, et il avait apporté avec lui quelque chose de bien plus précieux, la crédibilité. Pas le genre performatif, pas le genre distribué comme un certificat, mais le genre gagné dans le feu et les conséquences. Elle avait traversé les ruines et s'était reconstruite de ses propres mains. Un après-midi, alors qu'elle sortait d'une réunion du comité d'éthique, elle trouva une lettre sur son bureau. C'était une enveloppe pâle, manuscrite, pas du courrier interne. L'écriture était tremblante, inconnue. Elle l'ouvrit lentement, dépliant le papier avec des doigts prudents. « Mademoiselle James, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. J'ai vu l'interview que vous avez donnée, celle où vous avez dit que vous ne vouliez pas de vengeance. J'ai pleuré cette nuit-là. Je travaillais comme infirmière dans un établissement de soins de longue durée quand quelque chose m'est arrivé, un peu comme ce qui vous est arrivé. Mais je n'ai pas parlé. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine de se battre, qu'ils ne me croiraient pas, et ils ne l'ont pas fait. Mais après vous avoir regardé, j'ai fait un choix. J'ai quitté ce travail. J'ai signalé ce qui s'est passé. Et même si c'est difficile, même si je ne sais pas ce qui va suivre, je me sens libre. Merci. » C'était signé simplement, Andrea. Chiara resta assise avec la lettre pendant longtemps. Les mots brillaient dans sa poitrine comme une braise, douce mais constante. Elle n'avait jamais voulu être le sauveur de personne. Elle avait seulement voulu survivre, récupérer son nom, sa place. Mais si sa vérité avait fait de la place pour que quelqu'un d'autre trouve la sienne, alors cela importait. Sa mère appela ce soir-là, comme elle le faisait souvent maintenant. Elles parlèrent de choses sans importance, de ce qu'il y avait pour le dîner, d'une nouvelle émission qu'elle regardait, de la façon dont les voisins avaient encore planté trop de rosiers. Mais sous la surface se trouvait quelque chose de sacré, la paix. La voix de sa mère ne portait plus la tension anxieuse qu'elle avait autrefois. Il y avait de la fierté maintenant, discrète, mais inébranlable. Sa sœur lui rendit visite ce week-end-là, apportant une bouteille de vin et une pile de candidatures. Elles étalèrent les papiers sur la table de la cuisine de Chiara, riant en corrigeant les CV et en imaginant des avenirs. « Regarde-toi » dit sa sœur en désignant le certificat encadré sur le mur, remplacé maintenant, fièrement exposé. « Tu l'as fait. » Chiara sourit. Pas seule. Dans les semaines qui suivirent, des invitations commencèrent à arriver. Conférences, symposiums, tables rondes éducatives. Chiara déclina la plupart d'entre elles. Elle n'avait aucun intérêt à devenir une personnalité publique. Elle ne voulait pas être sur scène, mais un événement attira son attention, un séminaire régional pour les établissements de santé axé sur la sécurité en première ligne et l'équité raciale. Il devait être suivi par des administrateurs d'hôpitaux, des professeurs d'écoles d'infirmières et des décideurs politiques de l'État. Elle accepta d'y aller, non pas comme conférencière principale, mais simplement comme participante, une voix dans la salle. Le jour du séminaire, elle s'habilla d'un simple pantalon gris anthracite et d'un chemisier blanc. Elle n'emporta aucun discours, aucune note préparée, juste son expérience et la clarté que cela lui avait donnée. Lorsqu'elle entra dans l'auditorium, le murmure des voix changea. Certaines personnes la reconnurent. D'autres ne connaissaient que l'histoire. Elle prit place près du devant, à côté d'une infirmière noire d'âge moyen qui se pencha et chuchota, « Nous attendions que quelqu'un le dise depuis des années. » Lorsque Chiara fut finalement invitée à contribuer lors d'une table ronde sur la réponse institutionnelle et la protection du personnel, elle se leva lentement, s'éclaircit la gorge et commença. Vous pouvez rédiger des politiques, vous pouvez organiser des formations, mais si les responsables ne croient pas les personnes qui se manifestent, tout cela est performatif. Les institutions n'échouent pas parce qu'elles manquent de règles. Elles échouent parce qu'elles choisissent de ne pas agir. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de fanfare, juste un profond silence collectif de personnes entendant quelque chose qu'elles ne pourraient plus ignorer. Après la session, un administrateur d'un hôpital rural s'approcha d'elle, l'air dépassé. « Je ne sais pas comment réparer notre culture, » admit-il. « Mais je veux essayer. » « Alors commencez par écouter, » dit-elle. Cette nuit-là, Chiara sortit du séminaire dans une ville recouverte d'une douce pluie. Elle ne se pressa pas. Son sac en bandoulière,
ses chaussures tapant légèrement contre le trottoir. Elle se sentit légère pour la première fois depuis longtemps. Elle passa devant une librairie, s'arrêta devant la vitrine et sourit à l'étalage. Un titre attira son attention, Le pouvoir tranquille. Elle pensa à l'expression et à la façon dont elle s'appliquait non seulement aux introvertis, comme le livre l'entendait sûrement, mais à tous ceux qui avaient appris à porter leur force en silence parce que le monde n'était pas prêt pour son son. Le monde était plus prêt maintenant. Quelques semaines plus tard, Chiara était à la cafétéria de l'hôpital en train de finir son déjeuner lorsqu'une infirmière stagiaire s'approcha d'elle, l'air nerveux. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit la jeune femme. « Comment faites-vous ? Comment continuez-vous après ce qui s'est passé ?» Chiara posa sa fourchette et la regarda. « Parce que je me souviens pourquoi j'ai commencé, » répondit-elle. « Et je refuse de laisser la peur décider où je finirai. » La stagiaire hocha lentement la tête, les yeux écarquillés. « Merci, » dit-elle. « J'en avais besoin. » Ensuite, Chiara retourna au service où une patiente attendait qu'on lui change sa perfusion. La femme sourit lorsque Chiara entra et Chiara lui rendit son sourire. Il y avait toujours du travail à faire. Plus tard, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant la ville s'étirer et changer sous elle, elle pensa à tout ce qu'il avait fallu pour arriver ici, la douleur, le doute, le coup, mais aussi la force, la clarté, la vérité. Elle n'avait pas cherché la vengeance. Elle n'avait pas crié pour tout brûler. Elle avait tenu bon, dit sa vérité et l'avait laissé porter. Toute justice ne vient pas dans le tonnerre. Parfois, elle entre tranquillement et reste. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. Regardez nos prochaines vidéos pour des histoires plus percutantes et partagez celles-ci pour aider le message à toucher encore plus de monde.